Born Podcast. Cet épisode est sponsorisé par Impulse Nutrition, une marque française de nutrition pensée pour les sportifs d'endurance. Impulse Nutrition propose une gamme complète pour l'avant, le pendant et l'après-entraînement, mais aussi des compléments alimentaires du quotidien que j'utilise personnellement toute l'année sur les conseils de ma diététicienne. Le magnésium et les oméga 3 pour la récupération et le bon fonctionnement musculaire, les multivitamines et le collagène marin dans les grosses périodes d'entraînement et la vitamine D systématiquement en hiver. Impulse Nutrition développe ses produits avec une vraie exigence de qualité et une approche globale de la santé du sportif au service d'une performance durable. Avec le code BORN, vous bénéficiez de 15% de réduction sur votre première commande et vous soutenez ainsi le podcast dans son développement. Merci à Impulse Nutrition et maintenant place à l'épisode. Born Podcast. C'est le pouce gauche enflé, le teint pâle et les vêtements couverts de boue que Frédéric m'a rejoint après un bref passage par la Croix-Rouge à l'arrivée du trail de 51 km de la Romagnatoise. Le combientième de dossard était-ce depuis son premier à la Diagonale des Fous en 2009, je n'ai pas pensé à lui demander. Frédéric Berg est journaliste pour différents magazines de trail et cofondateur avec son frère Alexis des éditions Mons, auxquels sont notamment publiés le livre de la clinique du coureur ou plus récemment l'autobiographie de Ludovic Pommeret. Frédéric parle d'un univers qui le passionne de manière réfléchie et nuancée. Deux valeurs que l'industrie du trail a peut-être laissées de côté ces dernières années. Nous en parlons. Frédéric Berg, le sentier avec une plume. Bonne écoute. Bon, salut Frédéric. Merci d'avoir répondu à ma demande. C'est François qui m'a dit que tu étais un grand journaliste trail. Je me suis dit, super, tiens, on va pouvoir en parler. On va pas refaire tout ton historique là. J'ai entendu que tu t'étais mis au trail. J'ai écouté un podcast de toi suite à une fracture de jambe. Absolument. Mais est-ce que tu peux te présenter en 2 mots quand même ? Ouais, je suis journaliste depuis 25 ans. Et je me suis intéressé au trail en m'y mettant en 2009. J'ai fait la Diagonale des Fous cette année-là, donc après une convalescence suite à une blessure. Et assez vite, je me suis intéressé à ce sport-là parce qu'il était peu documenté à l'époque. Il était émergent, vraiment, en France en tout cas. Et avec mon frère Alexis, qui est photographe, vidéaste et également journaliste, assez vite, on s'est rendu compte qu'il y avait peu d'ouvrages, donc on a commencé à documenter au début de façon très naïve. Et puis ensuite, avec l'idée de faire un premier livre, j'ai collaboré avec quelques revues qui débutaient aussi. À l'époque, j'ai vécu au Québec entre 2012 et 2015, premières années. Et mes premières collaborations, en réalité, ont été avec des journaux québécois, où de la même manière, là-bas, ça commençait à peine. Et donc voilà, on a écrit un premier livre, et puis après, on a créé une maison d'édition. Qui n'est pas complètement consacré qu'au trail, mais quand même en grande partie. C'est les éditions Mons. Les éditions Mons, ouais. En 2009, c'était quoi le contexte ? C'était qui là, les stars du trail, s'il y en avait ? À l'époque, il y avait déjà quelques professionnels. Il y avait Sébastien Chéniaud, qui est le tout premier professionnel qui, à l'époque, a signé chez North Face, je pense, je dirais une bêtise, mais 2008 ou 2009. Il y avait pas mal de monde. Il y avait Dawa Sherpa, il y avait Julien Chaurier, il y avait Jacques quelques Corinne Favre. Mais c'était des Européens surtout. Essentiellement des Européens, à l'exception de Dawa Sherpa, mais qui vivait déjà en Suisse à l'époque. Et en revanche, il y avait aux États-Unis, essentiellement Alors, ils ne se définissaient pas comme des trailers, mais en réalité, ils étaient déjà engagés sur des courses, puisque le premier 100 miles à la Western, premier 100 miles pour lequel on retient cette distance-là, c'est 1974. D'accord. Donc, ça existait aux États-Unis. Et en France, c'est arrivé grâce à Gilles Bertrand, le fondateur des Templiers, qui est le premier, comme journaliste, est allé documenter ce sport émergent aux États-Unis. Et à un moment donné, il a dit, mais pourquoi on ne le ferait pas chez nous ? On a les montagnes, Et lui s'occupait à l'époque
de plusieurs revues de course à pied, mais course à pied... Dans ce P15. Alors, SP15 est venu après, D'accord. mais aujourd'hui, c'est le média avec Odile Baudrier, Oui. son épouse. Mais c'est vraiment lui le premier qui est arrivé, qui a dit... alors, Je savais pas, tu vois. il Ouais. existait des courses de montagne, des crosses de montagne. Ça existait depuis longtemps, mais c'était ultra confidentiel. Et lui, le premier, il a dit, mais on est capable de faire ça en France. Il y a quand même une exception de taille, c'est la Diagonale des Fous, qui s'appelait pas comme ça, qui s'appelait la course des cimes au début, qui est née en 1986. Mais c'était une exception à La Réunion, et d'ailleurs, elle était très peu connue en métropole à l'époque. Elle a commencé à être vraiment connue en métropole au début des années 2000. Mais donc Gilles, il a créé le Festival des Templiers en 1995, mais avant ça, Bah, Pardon, mais on dit toujours que le plus vieux trail de France, c'est pas la Saint-Élion. alors si, mais c'était une course marchée pendant des années. Ah oui, c'est Au vrai. début, c'était une randonnée. D'ailleurs, il était interdit de courir. Ah oui, c'est vrai, oui. Le Santo Et Dame l'a dit. puis, Oui. et puis c'est devenu... Oui, mais en fait, des courses, il en existait. Il y avait des formats. Même en montagne, il y avait des choses qui ressemblaient à du trail. Mais il y avait parfois 30 gars au départ. Enfin, Ouais. Cela dit, moi, j'ai couru des courses en Amérique du Nord. On était 40 au départ. Ouais. Donc là-bas, le développement n'a pas été aussi... en fait, ce qui est fou en Europe, mais particulièrement en France, où le phénomène est vraiment... Il y a un effet de loupe en France qui est absolument incroyable, puisqu'on compte maintenant... C'est difficile de calculer, mais on dit 2500, 5000, en fait, ça dépend des formats et tout ça. Mais ça s'est complètement démocratisé ici en France, en Europe. L'Asie est en train de monter très très fort. Les États-Unis, c'est plus ancien, mais il n'y a pas, une inflation aussi forte du nombre de concurrents. Avant qu'on revienne au trail, dans un podcast, tu disais que tu avais vécu au Rwanda. Absolument. On peut en parler 2 secondes? Oui, bien sûr. Hein. Pourquoi au Rwanda? En fait, mon père était prof de maths, chercheur en maths. Et à un moment donné de sa carrière, au début de sa carrière, il a fait le choix de partir. En fait, sa mission au départ était de créer un centre de recherche scientifique au Rwanda. Donc nous, on a suivi, on était tout petits. Hein. Et moi, j'y ai vécu un peu plus de 10 ans, 11 années scolaires. Et c'est rigolo que tu dises ça parce que c'est là-bas que j'ai vraiment commencé à courir. Oui. Alors, en fait, on courait beaucoup, on jouait au foot, on jouait au tennis, on passait notre temps à faire du sport. Mais vraiment, on courait énormément. Nous, on vivait à Boutaré, qui est une ville du sud, qui est à 1700 mètres d'altitude. En plus, on avait des conditions quasiment montagneuses. Enfin, quand on revenait passer des vacances en France, on pétait la forme. Après, moi, j'ai quitté le Rwanda pas très long, quelques années avant le génocide, que j'ai suivi comme journaliste. J'ai fait une mission là-bas, mais une mission Et en tout cas, je garde... j'ai un regard toujours à la fois intéressé et en tout cas, c'est une partie de moi, le Rwanda. Donc, ouais. Voilà. Et je crois qu'aussi, tu disais que tu étais journaliste fait divers, peut-être au Québec, non? T'as pas fait ça? J'ai fait les faits divers pour plusieurs journaux en France pendant presque 20 ans en réalité. Ah oui. En fait, quand j'ai commencé le journalisme à la Charente Libre, qui est un quotidien départemental du groupe Sud-Ouest, en fait, il y avait très peu de gens qui avaient envie de faire les faits divers. Oui. Moi, ça m'a passionné. Ça m'a passionné, ça m'a permis de vivre aussi des aventures humaines assez incroyables, parce qu'un journaliste ne doit jamais être un enquêteur. Oui. Mais parfois, ça ressemble un peu à ça. En tout cas, on joue un rôle, parfois, et surtout, moi, j'en ai gardé une conviction définitive, c'est que, en fait, il y a toujours une étincelle y compris chez des gens qui ont commis le pire. Il y a toujours quelque chose. En tout cas, ça interroge beaucoup sur les raisons pour lesquelles ils ont commis ça. Et moi, j'avais pas ce recul. À force de voir des centaines de procès, j'ai fait aussi beaucoup de procès d'assises. Ça interroge beaucoup, parce on voit les choses différemment. On voit les choses différemment. Quand on passe une semaine à
à interroger un fait et qu'on reprend en compte la personnalité et tout, on se rend compte qu'il y a des, il y a des invariants sur comment les gens se retrouvent là. Mais bon, ça c'est notre histoire. Pour en revenir au trail, tu disais que tu as couru ton premier en 2009. Et qu'est-ce qui t'a piqué? Qu'est-ce qui a fait que tu y aies consacré les 25 années qui suivent? Les 17 années qui suivent, 2009. Les 17, pardon, oui. En fait, comme beaucoup de gens, j'ai couru mon ultra. Moi, c'était vraiment une aventure. J'avais travaillé à La Réunion. J'avais déjà, comme journaliste, suivi la diagonale. Et en fait, le médecin, il m'avait dit, il y a un truc qui marche avec les sportifs, ils se mettent en tête un défi et ça les porte pendant la convalescence. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai couru la course. Mais honnêtement, j'étais persuadé que ce serait première fois. Et d'ailleurs, j'ai terminé, j'étais pas bien, j'ai mis du temps à récupérer. Mais assez vite, je me suis dit quand même, j'ai envie d'y retourner. J'ai un ami qui m'a dit, il avait suivi à distance. Alors à l'époque, c'était pas aussi dynamique que Live Trail, mais il avait quand même suivi à distance. Et il m'a dit, je le fais l'année prochaine. Bon, à l'époque, c'était simple d'aller courir un ultra. Hein. Il suffisait Moi, ma candidature pour ma première diag, j'ai envoyé une lettre avec un chèque. C'était comme ça qu'on faisait à l'époque. Bref, ça a bien changé. Et du coup, j'y suis retourné en 2010. Et j'ai pas vraiment arrêté depuis. Mais une première diag, ça doit être un enfer, non? Enfin, à peu près préparé, comment tu avais fait? Je ne m'étais pas bien préparé. Mais je pense que j'ai bénéficié aussi de mes années j'ai joué au rugby assez tard. Je pense que j'avais quand même une base. J'avais peu d'endurance, mais j'avais quand même une base. Et ce que j'ai travaillé, c'est l'endurance. Donc à l'époque, je vivais en Charente, donc je courais et je faisais beaucoup de vélo. J'avais un copain médecin qui avait fait la diagonale des Fous 2 fois. Il m'avait dit, écoute, tu peux pas compenser. Je suis allé dans les Pyrénées 3-4 fois, mais il m'avait dit, fais du vélo, mange du vélo, tu verras, ça va t'aider. Et j'ai mis 53 heures, mais j'étais pas complètement détruit. Hein. J'étais pas en grande forme, mais ça va. Un mois après, j'avais qu'une envie, c'était de retourner courir. L'anecdote, c'est que mon premier dossard de toute ma vie, c'est la diagonale des Fous. Eh oui, c'est ça. Bon, après, j'ai compris que la préparation devait passer par un peu autre chose que simplement se dire un coup de tête. Toi qui fais du trail amateur, on peut le dire, comment tu le vois par rapport à l'athlé? Moi qui viens de l'athlé un peu piste-perf, c'est le même sport pour toi, comment tu le vois? C'est pas le même sport, d'abord parce qu'on n'est pas sur les mêmes filières que nous. Peut-être je vais répondre par une pirouette, mais je travaille avec des scientifiques depuis des années parce que je fais de la médiation scientifique, j'ai coécrit la clinique du coureur. Je m'intéresse beaucoup à la recherche vraiment liée à l'ultra-endurance. C'est deux filières dites très différentes. En revanche, un très bon sprinter qui engage de la très haute intensité, hein, donc c'est aussi... il peut devenir très bon en endurance, comme les cyclistes sont aussi. Alors, eux, ils font déjà de l'endurance, voire de l'ultra-endurance. Après, il y a la pirouette de Blaise Dubois que j'aime beaucoup et qui est celle aussi que Daniel Lieberman, donc le détenteur de la chaire d'anthropologie à l'université Harvard, rappelle de temps en temps. Il dit, sur 100 mètres, un être humain, il se fait battre par un chasse sédentaire, une autruche, une girafe, un hippopotame. Ça permet de relativiser. Usain Bolt. Oui. En revanche, au bout de 4 heures, il n'y a plus qu'une vingtaine d'espèces. Au bout de 10 heures, il en reste 4. Et au-delà d'une quinzaine d'heures, il n'y a plus que l'être humain. Oui. Sur de la basse ou de la moyenne intensité. Et qui est capable d'étirer très longtemps, à condition d'être bien entraîné, bien préparé. En gros, là, pour résumer, tu veux dire que c'est la faculté de l'être humain, c'est l'ultra-endurance en fait. Notre espèce. Encore une fois, moi je m'abrite derrière les scientifiques qui ont beaucoup étudié ça. Ils disent... Ah mais ce qui est vrai, le corps humain, il est fait pour courir, pas vite, mais très longtemps. Il y a plein de spécificités de l'être humain qui conduisent à ça. Et alors, c'est rigolo de se dire, Daniel Lieberman, quand il a commencé à étudier ça fin des années 80, il dit c'est quand même bizarre, parce que lui, il l'entendait, y compris ses collègues médecins qui disaient, médecins du sport,
un marathon, ça fracasse. Mais un marathon, c'est de la très haute intensité. Et s'interroger sur... aujourd'hui, très honnêtement, alors vraiment, j'ai aucune prétention en marathon. J'en ai couru quelques-uns jusqu'au pas loin de 3 heures. Franchement, la récupération après un marathon, j'ai eu le souvenir d'un marathon de Paris que j'ai couru dans pas des super conditions, mais j'étais fracassé. Franchement, j'étais fracassé. Après un ultra, t'es fatigué, il y a un truc qui te tombe dessus, mais la récupération, pour moi, en tout cas l'enchaînement, par exemple, j'arrive de temps en temps à enchaîner tous les mois un marathon de montagne, tu vois, une course de 40-50 km. Je pense que c'est totalement impossible de faire un marathon tous les mois, à haute intensité. Donc, après, aujourd'hui, il y a quand même une matière scientifique très très riche sur l'ultra-endurance. Il y a plein de mystères encore, il y a des zones d'ombre, il y a des choses qui restent à interroger. Notamment sur le long terme, il y a des médecins qui observent des choses qui peuvent être parfois... il y a des athlètes d'ultra-endurance qui ont parfois des pépins de santé À retardement. Mais bon, l'immense majorité va bien. Après, aujourd'hui, on est rattrapé par des phénomènes qui sont inquiétants sur l'automédication, Bon, mais je pense que ça concerne tous les sports. Mais pour l'ultra-endurance, il y a un point d'attention très fort aujourd'hui. Tous les ans, à la Diagonale des Fous, il y a des coureurs. Il y en a, alors je ne sais plus, ils avaient fait le décompte, mais il y en a encore eu 2 il y a 2 ans qui se retrouvent dialysés à vie parce qu'ils se sont chargés d'anti-inflammatoires et qu'ils ont le rein en fait qui est... Je me souviens plus du nom, là, c'est un nom pas possible, ça finit en ose, je me souviens plus du nom, mais en fait, un dysfonctionnement du rein irréversible. Et ça, c'est lié à une prise massive d'anti-inflammatoires. Là, est-ce que tu peux me raconter un peu ta course? Je vois que tu as un pouce en sang, t'es plein de boots, c'était la Romagnatoise, tu as fait un 51 km. Déjà, est-ce que tu peux parler du départ? Je crois qu'il est un peu particulier, non? C'est pas... Il est très chouette. C'est la 3e fois que je fais cette course. On part de Oloa, donc une commune en gros à une 30aine de kilomètres d'ici. Alors vraiment, c'est un joli clin d'œil, mais ils ont appelé ça le trail du Gaulois, mais G-O-2-L-O-X. Donc on part au sommet d'une espèce de petite butte. Et en fait, ce qui donne le départ, c'est les cloches qui sonnent 8 heures. Donc, toute première année, il y avait 50 coureurs. Aujourd'hui, il y en a 70. En réalité, je crois qu'on était 68 ou 69 au départ. Là. Du coup, c'est une expérience assez chouette parce qu'il n'y a jamais de bouchons, il n'y a jamais de... Et... Quand François m'en a parlé il y a 2 ans, tout de suite j'ai dit super, je viens. J'avais souffert, c'est placé tôt dans le calendrier et en fait, en gros, il m'a dit viens, mais 3 jours avant. J'étais pas assez préparé. L'an passé, j'ai couru avec ma compagne Julie. On a failli se faire reprendre par la barrière horaire. On a bataillé. Mais moi, j'adore. Alors déjà, j'adore ce type de format, entre 40 et 50 km. C'est pas ultra engagé comme de la haute montagne, mais franchement, on n'arrête pas de monter et de descendre. Aujourd'hui, les conditions étaient très très boueuses. Il faisait pas froid, contrairement aux 2 éditions précédentes. Et à 10 km, 12 km de l'arrivée, j'ai mis de la musique, je me suis dit pour la fin je veux de la musique, j'ai eu un moment d'inattention, j'ai buté dans un caillou. Et en fait mon ongle s'est retourné, franchement c'est pas la fin du monde. Ouais, il est pas très beau le doigt quand même. Est-ce que tu peux parler du métier de journaliste trail? Aujourd'hui c'est ton métier, t'es payé pour ça? Non. Non. T'es pigiste? Ouais, je suis pigiste pour quelques magazines et puis je travaille pour la maison d'édition pour lequel je... c'est une question vraiment intéressante. En fait, donc ça fait plus d'une 15aine d'années, beaucoup de gens qui traitent de l'actualité du trail ne sont pas des journalistes.
Un journaliste, c'est quelqu'un qui a une carte de presse. La définition, elle est ultra simple. Pour ça, il faut répondre à un certain nombre de critères. Et t'en as une, toi ? Ouais. Oui. Et ces critères-là sont invariants depuis plus de 50 ans. Il faut que ses revenus viennent de son activité de journaliste ou être sous contrat avec un... Et voilà. Si je dis ça en préambule, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie porosité entre la communication, le monde de l'influence, et les journalistes qui traitent de ce sport-là. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, les médias qui sont en lien avec le trail sont assez fragiles. Les magazines vont pas très bien. Les podcasts ont émergé, ont un peu pris cette place-là. Les réseaux sociaux, de manière très imparfaite, mais bon, il y a un peu... et parmi les podcasts, c'est très hétérogène. Il y a des podcasts hyper pointus. Et d'ailleurs, il y a vraiment des vraies surprises autour qui traitent du trail parfois en spécialisant. Et moi, je suis devenu assez amateur des podcasts, moi-même en produisant pas et tout ça. Et donc nous, avec mon frère qui était également journaliste, puis on a deux associés qui sont également journalistes. On s'est dit, aujourd'hui, la maison d'édition nous permet de faire une documentation et de faire un vrai travail de journaliste, donc totalement indépendant. Et c'est important cette indépendance, et elle est acceptée quand elle est bien expliquée. Nous, quand on a fait le livre des 20 ans de l'UTMB, on leur a dit, voilà, il faut que ce soit étanche, on fait notre boulot, et ils ont compris. Ils nous ont donné accès à plein de choses, parce qu'on en avait besoin aussi. Et ça pose une vraie question aujourd'hui sur l'indépendance des médias liés au trail, parce que c'est compréhensible, un certain nombre ont besoin de l'appui des marques et tout ça, mais quand on a comme partenaire une marque, voilà, on perd un peu de son indépendance. Alors, il y a des cycles aussi, et le développement fait que le trail est maintenant traité par des médias qui ne le traitaient pas avant. Oui. Mais toi, ton métier, c'est quoi? Par exemple, tu vas sur l'UTMB, tu fais des articles, je sais pas, sur... C'est quoi ton métier, journaliste? Oui, on documente. Donc, on va voir des courses, on voit comment ça se passe. Donc là, c'est assez simple. On rencontre les athlètes, femmes et hommes, beaucoup. Évidemment, pas mal les élites, mais pas que, parce qu'ils ont des choses à dire sur le sport. Ce sport-là, encore une fois, il évolue très très vite et aujourd'hui, c'est compliqué, y compris pour quelqu'un qui est professionnel, d'en vivre, de jeu des contrats multiples souvent. Enfin, surtout que les prize money sont encore très faibles en France. Oui. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, oui. Où le prize money minimum, quand il y avait les 50K ou de North Face, c'était $10 000 par course, le prize money. Aujourd'hui, oui, l'UTMB a fait un vrai effort. Le seul qui donnait des prize money élevés, c'était le Festival des Templiers, et quasiment depuis le début. Parce que lui, il disait, mais c'est normal. Enfin, bon, bref. Donc ça, c'est une vraie question. Je pense que le développement... à un moment donné, il y aura un point d'équilibre. Je ne sais pas où il se situe. À la fois du nombre de participants, et que ça aiguise plein d'appétits. Les marques, évidemment, c'est légitime. La Fédération française d'athlétisme, qui essaye de venir là-dedans, mais comme elle l'a regardé du coin de l'œil pendant des années, puis maintenant elle dit, on comprend, il y a aussi, et d'ailleurs, c'est un chiffre intéressant, mais il y a énormément de trailers qui participent à des courses, y compris de très bon niveau, qui ne sont pas licenciés. Ouais. Parce que c'est différent. Ça, je pense que ça va changer. Bon, il y a toute l'histoire du PPS et tout ça, que je trouve d'ailleurs un peu bizarre, parce qu'avant, un médecin qui délivrait un certificat médical, c'était une consultation non remboursée, théoriquement. Oui. En réalité, c'était... Ouais. Donc là, dire 5 €... Après, est-ce que c'est la bonne méthode? Moi, j'ai couru aux États-Unis, ça n'existe même pas. Ça. Même en Espagne, tu t'inscris à un marathon, il n'y a pas de... Tu vois, je ne savais pas, mais... Oui. Donc, bon, c'est la responsabilité de chacun. On parlait d'automédication, des fois, on voit que les frontières sont un peu... donc,
ça va évoluer. Comment, je sais pas. Moi, on m'aurait posé la question il y a 5 ans, j'aurais dit, mais il y a un moment donné, il y aura un effet de crête assez vite. Mais non, ça continue, l'inflation du nombre de courses et tout ça. Ce qu'on note, il y a 2 choses très intéressantes depuis 3 ans. C'est à la fois l'explosion du nombre de gens qui s'inscrivent, et une autre statistique qui est un peu méconnue, mais qui questionne beaucoup les organisateurs de courses, c'est le no-show, c'est-à-dire les gens qui ne se présentent pas aux courses pour lesquelles ils sont inscrits. Pour quelle raison ? Parce qu'ils s'inscrivent à plein de courses, puis ils ne peuvent pas tous les faire. Et ça rejoint autre chose qui est étudiée par les sociologues du sport qui s'intéressent au trail. C'est clairement, aujourd'hui, c'est un sport de personnes... Alors on dit que la moyenne est à 45 ans, mais c'est des gens qui ont des moyens. Et des gens qui ont des moyens qui sont capables de s'inscrire sur 10 courses et qui en font que 4. Tu fais référence à Olivier Bessy, peut-être, non ? À ses Non, travaux ? non. Mathilde Plard, qui est une sociologue du CNRS, a fait des études. À la fois, elle a essayé de savoir qui s'inscrit et aussi pourquoi ils font ce sport-là. Elle l'interroge sur les 2 faces. Je pense que, j'ai pas son nom en tête, elle est citée dans plusieurs des bouquins qu'on a fait. Il y a une sociologue américaine qui traite du trail depuis plus de 20 ans. Et donc a un recul incroyable. Et elle, quand on l'avait interrogée en 2015 et puis en 2022, elle nous disait, elle va un peu plus loin dans son portrait, elle dit l'ultra-trailer est un homme blanc de 45 ans qui a des moyens, qui maîtrise son temps, qui est capable de dire je fais, oui, elle faisait donc clairement, il y a une case de CSP+, de gens qui sont des professions libérales et tout ça. Quand on retrouve, c'est un peu difficile de les avoir, mais il y a des chercheurs qui réussissent à les avoir, notamment quand on voit qui s'inscrit aux courses de l'UTMB et tout, clairement on retrouve. Il y a une volonté de rendre ça plus accessible, mais aujourd'hui il y a une réalité qui est financière, des gens qui ont les moyens de faire des courses à droite à gauche, de déplacer, maîtriser son temps, s'entraîner, c'est aussi être capable de dire je consacre 20 week-ends de mon année à aller... ça coûte cher tout ça. Et tu vois, moi qui ai un orteil dans le trail, mais pas plus, comme mes potes de l'athlé, je trouve que notre regard il est un peu intéressant quand même, parce qu'on est moins biaisé vu qu'on n'est pas dedans. Et on a vraiment l'impression que le trail il s'est laissé un peu bouffer par la croissance en fait. Tu parlais des influenceurs, tu vois, ils auraient pu s'appuyer intelligemment sur quelques influenceurs, mais il n'y a que des influenceurs. Enfin, on dirait que c'est venu dingue. Ils se sont laissés dépasser par le surtout, non. Ce qui interroge vraiment, c'est quand des influenceurs viennent sur des événements type UTMB, comme ça s'est passé, et qu'ils ont aucun intérêt pour le sport. C'est-à-dire, en fait, là, c'est plus, on vient chercher quelque chose qui je sais même pas qui réellement ça intéresse. Les marques, peut-être, ils trouvent leur compte dans la visibilité, mais c'est des gens qui savent même pas. Ils viennent, ils comprennent qu'il y a des gens qui tournent autour du Mont Blanc, c'est à peu près tout. Et voilà. Ouais, mais c'est les marques qui font appel à eux, donc c'est là où le système, les marques profitent de ça aussi. Les marques font ça et parfois proposent à des influenceurs qui courent un petit peu et de ça de participer, ce qui a créé des crispations très fortes. Il y a des gens qui ont dit on ne comprend pas, nous ça fait 4 ans qu'on est à la chasse, et puis il y a des gens qui sortent de nulle part et à qui on donne l'accès à la course uniquement parce que ça va... D'autant plus que quand même, je veux dire, l'UTMB par exemple et plein d'autres courses n'ont pas besoin de ça pour remplir leur course. Oui, c'est ça. Moi, c'est ça qui m'étonne. Bon, donc, il y a une forme de surenchère. Peut-être faut regarder du côté des marques aussi, qui peuvent avoir un intérêt à favoriser ça. Moi, clairement, je ne saurais même pas quoi trop en penser, parce que j'ai pas d'avis. Enfin, pour moi, c'est un monde qui... j'arrive pas à le décoder. Donc, mais ça, c'est sûr que... Oui, ça s'est fait rattraper par plein de choses, plein d'opportunisme. Et après, un tel développement, dans l'histoire moderne du sport, depuis les années 70, aucun sport n'a progressé de la même manière. En termes d'événements
et de personnes qui le pratiquent. Peut-être l'Aerox, ce sera pareil. Mais ouais, c'est vrai. Oui, alors, ce matin dans le bus, j'entendais quelqu'un qui disait « Ah, moi j'ai un super pote. » Et là, il a arrêté le trail pour se mettre à l'Aerox. Donc, tu vois, Ouais. peut-être. Là, bon, moi, je ne connais pas trop ça. Et ça rejoint notre présence ici. C'est que ici, c'est une course qui n'est pas du tout dans ce modèle-là. Tu vois, une course qui se permet de dire notre 50 km, on le réserve à 70 coureurs. Ouais. Bon, après, c'est associatif, et de la même manière, ici, ils sont aussi rattrapés par une forme de... c'est que tout est plein en quelques jours, Oui. voire quelques heures. Le nombre de courses cette année qui ont été pleines mais c'est troublant avec... le niveau, c'était jusqu'avant le Covid, c'était d'aussi homogénéisé. C'est-à-dire le niveau moyen des trailers avait tendance à vraiment augmenter parce que c'était des gens qui avaient fini par accumuler une certaine expérience et on le voit sur quand on prend les temps médians, les temps moyens et tout ça sur certaines courses. Là, il y a un retournement depuis 3 ans. Ouais. Aussi parce qu'il y a des gens qui viennent, et c'est sans doute très bien. Il y a plus d'amateurs. Il y a plus d'amateurs et de gens qui découvrent ce sport-là. Et tu vois, tout à l'heure, je demandais à Adeline, elle me disait qu'elle s'était mise au trail pour les valeurs du trail. Je lui demandais au final ce que c'était vraiment ces valeurs du trail. Et tu parlais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, c'est un sport de CSP+, faut pas le cacher. Est-ce qu'elles existent encore vraiment, ces valeurs du trail? Je dis pas que les CSP+, sont pas valeureux, mais s'il y a que des CSP+, est-ce que ça enlève pas un peu de cette universalité? Moi, je pense qu'elles existent et qu'elles s'expriment parfois au cœur des courses. Tu vois, assez vite, à part les 10 qui sont là pour la gagne, ça, il y a quand même... c'est un sport qui essore un peu, physiquement, qui permet aussi de relativiser, hein, c'est des leçons d'humilité à chaque fois. Hein. Et c'est quand même, dans la plupart des courses, franchement, il y a un truc qui s'exprime qui est à la fois assez joyeux, assez... Donc moi, je le retrouve au cœur des courses et aussi dans un certain nombre d'organisations qui ont décidé d'échapper à... la tentation est grande de multiplier le nombre de courses. Il y a des événements qui dépassent 15 courses, tu vois, liées à l'événement. Il y en a d'autres qui, de ce fait aussi, sont aussi rattrapées par le fait qu'elles sont pleines en quelques... Mais qui disent on ne va pas au-delà de ça, on ne veut pas aller... On limite, quoi, ouais. On limite. À un moment donné, la surenchère, il faut qu'elle s'arrête. On est rattrapé par un autre phénomène, c'est que les usagers au sens large de l'espace naturel, ils commencent à dire vous êtes beaucoup. Oui. Ah oui. Il y a les événements, il y a les entraînements. Enfin, comment on partage ça? C'est une vraie question. Au Québec, par exemple, il y a des vraies réflexions autour de ça, sur le calendrier des courses, sur comment l'usage un peu... Là, c'est vrai que c'est un espace naturel, puis du coup, on dit, on y va, on met 1000, 2000, 3000, 10 000 personnes. Oui, il y a un moment donné où... Il faut fixer des limites, quoi. Ouais. Juste une petite question sur les prize money. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi les courses ne mettent pas de prize money. C'est vrai que c'est en France, quand tu regardes aux États-Unis, des petites courses, ils gagnent $5000. Absolument. Et j'en parlais avec un qui a bien terminé sur la Prom Classique, une des plus grosses courses sur route françaises. Il gagne très peu d'argent. Alors ça, c'est vraiment un truc... Les courses ont dit pendant longtemps, ah non, mais nous sommes des associations, machin. Ouais. Bon, les Templiers l'ont fait. Il y a quelques courses qui commencent à le faire. Aujourd'hui, les prize money de l'UTMB sont beaucoup plus importants qu'ils l'étaient il y a encore 4 ou 5 ans. Ouais, mais ramener au chiffre d'affaires, je pense que c'est vraiment... c'est une vraie question. C'est une vraie question. Il n'y a pas tant de réponses que ça, que de dire... l'UTMB ou le Festival des Templiers l'ont fait parce qu'à un moment donné, il fallait
Mais en revanche, par exemple, je ne sais pas quel est le price money des championnats du monde et des championnats d'Europe, mais je pense qu'il est totalement modique. Ouais, c'est fédéral, ouais, c'est encore Ouais. autre chose après, ouais. Ouais. Mais sur les courses, bon, la diagonale des fous, c'est même pas ça rembourse même pas Ouais. ça rembourse même pas l'aller-retour en avion. Donc, Ouais. donc, Quel est l'avenir des magazines papier? T'en as un peu parlé tout à l'heure. écoute, je dirais, je sais pas. Trail, hein, je parle. Hein. Ouais. Moi, je vais en créer un. Donc, tu vois, j'ai encore foi là-dedans. Je pense que le papier reste. En fait, il y a un rapport à l'impression, au livre, puisque c'est aussi mon métier, je pense, qui est important. Il y a des gens qui veulent. Ce qui est plus à questionner, c'est qu'est-ce qu'on met dans un magazine. Ouais. Et que dans le sport, de manière générale, les magazines ont dû évoluer ces dernières années pour aller vers des modèles différents, avec des histoires à raconter. Et les magazines qui ont été créés à l'époque où ce sport émergeait, il y en a déjà qui ont disparu, il y en a qui sont encore là, Esprit Trail, Trail Endurance, Nature Trail notamment. Eh ben, la question est dans le contenu des magazines. C'est-à-dire que, oui, il y a une forme de dépendance aux marques. Il y a aussi le rapport à l'actualité qui est toujours un peu... moi, je pense qu'on peut se détacher de l'actualité, dire des choses très sensées, donner la parole à des gens, enfin, voilà. Après, moi, je ne veux pas me mettre tu vois, mon avis, c'est que ça peut exister. Je pense que c'est intéressant aussi d'amener de la science. C'est un peu mon biais, mais moi je trouve ça passionnant. Et regarder ce sport-là par le biais de la science et d'apprendre sur soi, je trouve ça hyper intéressant. Donc dans le magazine, pas que je vais créer, puisqu'on est plusieurs à être associés à ce projet-là, moi, j'y crois vraiment en faisant venir, mais y compris de la littérature, c'est dire autre chose, des regards aussi à distance, et aussi une forme d'autocritique, interroger le système. C'est important, parce qu'aujourd'hui, confusément, les gens qui pratiquent ce sport-là, ils se posent ces questions-là. Donc il faut qu'elles existent là-dedans, et en passant par des médiateurs qui sont aussi les gens qui regardent ce sport-là. Et donc moi, j'ai espoir que ça puisse continuer. Après, de manière générale, la presse magazine ou la presse papier, on ne peut pas dire que depuis l'avènement d'Internet, elle est formidablement progressée. Il y a un principe de vase communicant qui est assez simple. Et pour convaincre des gens de payer, alors qu'une information, elle est traitée 200 fois par... il faut vraiment que la manière dont on la traite soit suffisamment intéressante ou à côté du reste pour que les gens se disent je vais aller là. Ouais. On verra si on y arrive. Tu as édité le livre de Ludovic Pomeray, si je ne me trompe pas. Oui. D'un point de vue purement rationnel et presque businessman, si je puis dire, c'est quoi le bon moment pour un athlète pour ressortir un livre ? Quand on est au top, en fin de carrière Écoute, c'est une bonne question parce qu'il y en a qui... Mathieu Blanchard l'avait fait très tôt, par exemple. Très tôt. Il y en a qui ont envie parce qu'ils se disent, voilà, ça crée de la notoriété. Ludovic Pomeray, je vais être très clair, c'est pas lui qui voulait le faire, c'est nous qui sommes allés lui proposer. Ouais. Et la première réaction de Ludo, ça a été de nous dire, ah non mais, oh là là, je suis pas légitime pour faire ça. On lui a dit, si, t'es très légitime pour ça. Et moi, je suis à la fois content du résultat, je suis content aussi de ce que ça lui permet à lui, ce que ça lui a permis de dire aussi. Ça, c'était important, parce que ça, c'est une question qui est aussi importante. Là, on sort dans 10 jours le livre de Marion Delespierre, qui a gagné aujourd'hui le 37 km, qui est médecin du sport, et qui va raconter une histoire très intime. Elle a tenu un carnet de grossesse, parce que pour une sportive du haut niveau, elle a été championne du monde de trail. C'est une question qui est pas simple, parce qu'on est parfois à la frontière du surentraînement, de l'épuisement, et que c'est pas les meilleures conditions pour tomber enceinte, clairement. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'elle commence le livre. Et ce livre-là, il arrive au bon moment, parce qu'elle a eu un bébé, qu'il va très bien, il a plus d'1 an aujourd'hui. D'ailleurs, elle a souhaité aller
au-delà et raconter aussi la première année et son retour à la compétition. Et donc, voilà, là, le bon moment, c'était ça, parce qu'elle a quelque chose à dire qui me semble être essentiel, aussi pour les femmes qui pratiquent ce sport et des sports d'endurance. Et d'ailleurs, dans le livre, elle dialogue pas qu'avec elle-même, elle dialogue aussi avec d'autres sportifs de haut niveau, parce que c'est une question centrale. On pourrait, si tu veux, on peut finir par ça, mais la place des femmes dans le trail, c'est une vraie question. Moi, je pense que les courses devraient faire 50-50, y compris l'UTMB. Et qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de femmes qui postulent pour... pas sûr, ça. Si, il y en a, puisque 2500, 1250, il y en a largement assez qui ont le nombre de points pour... ça enverrait un signal extrêmement fort. Peut-être aussi que ça ferait baisser un petit peu le comportement de certains, une vraie mixité, et d'autant plus qu'en termes d'ultra-endurance, et là je renvoie encore à la science, les femmes ont des capacités, le niveau se rapproche, elles ont des capacités, beaucoup de femmes élites sont capables de faire des negative splits sur des ultras, c'est-à-dire que ça veut dire aussi que leur gestion de la course est exemplaire. Ça, c'est énorme. J'ai 5 petites questions à réponse courte pour terminer. Okay. Toi qui as de l'expérience, s'il y avait une course à retenir? Je vais répondre un peu par une pirouette, je dirais la Diagonale des Fous. Ouais. On a tout dit sur la Diagonale des Fous et tout ça, mais ce qui se passe à La Réunion, sur l'île de La Réunion, pendant cet événement-là, est incomparable. Il n'y a aucun équivalent dans le monde. L'émotion que vit cette île pendant ces 4 jours, c'est un truc de fou. Moi, j'ai terminé 4 fois la Diagonale des Fous. J'y suis retourné des fois, même je me questionnais pourquoi j'y retourne. Je pense que j'y retournais pour ça. Ça prend un trip. C'est un truc de fou furieux. Un paysage à retenir? Peut-être les paysages du Beaufortin que j'ai découvert via la TDS, et aussi parce qu'on va pas mal dans ce coin-là. Je pense qu'il y a plein... Le massif des Bauges est magnifique aussi. Il y a plein d'endroits encore dans les Alpes qui sont aussi préservés. Le Beaufortin, c'est un bon exemple. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a des endroits très divers. Mais là, à chaque fois que j'aurai une autre... J'adore aussi partie des Pyrénées, le Néouviel, je trouve ça incroyable. Moi, j'adore la Corse. Quand je vais en Corse, les Corses, ils me disent toujours que l'Auvergne est magnifique. Et l'Auvergne, je m'y suis énormément entraîné. J'adore venir ici. Je trouve que ça permet aussi dans des territoires un petit peu plus resserrés d'avoir des diversités incroyables. Donc, et moi, j'aime bien courir et m'entraîner dans un endroit où il n'y a pas grand monde. Et c'est le cas en Auvergne, un petit peu moins ces dernières années. Mais... Un athlète trail. Ouais. Il y en a plein que je trouve incroyables. Moi, je suis très impressionné par Jim Walmsley pour son parcours depuis le début. C'est-à-dire par quoi il est passé, d'où il vient. Ancien militaire qui avait vécu aussi. Une dépression terrible, qui s'est mis à courir. Et moi, je me souviens... Alors, il se trouve que j'ai eu la chance de le rencontrer. Mon frère a passé beaucoup de temps avec lui. Et la manière dont il parlait de la course, personne n'en parle comme ça. Et il a échoué. Il a vraiment échoué toutes ses premières courses. Il y a un truc chez lui qui fait qui s'est accroché. Et il y a une forme de fraîcheur chez lui, de détachement aussi. Son arrivée, quand il gagne l'UTMB, Attends, tu me parles de Tom Evans ou Jim? Non, Jim Walmsley. Okay. Quand Jim Walmsley gagne l'UTMB, c'est un moment incroyable. En fait, il se retourne vers sa grand-mère qui est là, vers sa compagne, et en fait, il communie. Il y a une forme de timidité chez lui, j'en sais rien. Et après, en termes de performance,
j'ai pas cité Kilian parce que tout le monde le cite et qu'il est incomparable. Je veux dire, c'est la référence absolue de ce sport-là. Sur les très longues distances, François Den est extrêmement fort. Je vais pas citer Udo Pomré que j'adore parce que je serais un peu... moi, celui qui... Et j'attends à chaque fois des choses... ce qu'il a fait sur l'OCC cette année est incroyable. Où à la fin, il va gagner. Enfin, il va gagner, et puis dans des trucs, mais il s'arrache. Un mois et demi après, il devient champion du monde aussi en surclassant la course. Et pour terminer, pas forcément dans le domaine du trail, mais si tu avais un livre qui a peut-être façonné un peu ta vie ou... Ah, un livre... que tu as lu. Don Quichotte. Ok. Don Quichotte, ça engage, y compris tout... Enfin, dans la vie d'un... ça questionne tellement de choses, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, comment on le fait, du détachement aussi. Moi, c'est le livre qui, quand j'étais adolescent, m'a complètement retourné. Et après, c'est un peu bateau, puisque je crois que c'est considéré comme... mais ce livre-là, que je relis régulièrement, je reste un grand fan. Bon, je te remercie et je te souhaite une bonne récup Ouais, ça va aller. après cette petite chute. Allez, merci. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci à Impulse Nutrition de soutenir le podcast. Pensez à utiliser le code BORN pour bénéficier de 15% lors de votre première commande. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. À bientôt sur Born Podcast.